Bonsoir, le temps est au désenchantement, le ciel est chargé de nuages noirs annonciateurs d'orages d'incertitude, plus de maîtres à penser, plus de système philosophique, tout est déconstruit et dans ce paysage de fin du siècle entièrement déconstruit, eh bien, nous avons besoin de philosophie. Philosophie, nouvelle passion, c'est le titre du dernier numéro du magazine littéraire. En effet, la philosophie a délaissé les institutions comme l'université. Elle est maintenant dans les cafés, dans les théâtres, elle est partout dans l'agora, c'est-à-dire sur la place publique. De philosophie, nous allons parler ce soir en compagnie de Clément Rosset, de Michel Serres, de Jean d'Ormesson, de François Ewald et de Stéphane Braunschweig. Alors, première question, messieurs, eh bien, je vais la poser à Clément Rosset. Clément Rosset qui est philosophe de formation, de profession, de métier et de passion, qui lui n'a pas délaissé encore les bancs de l'université puisqu'il enseigne encore à l'université de Nice. À quoi ça sert aujourd'hui un philosophe ? Je ne sais pas du tout, mais je répondrai plutôt à la question que vous suscitiez en commençant, c'est-à-dire cette espèce à la fois de crise, enfin d'effondrement des croyances dont un peu tout le monde parle, et puis au contraire de regain, alors justement dont témoigne par exemple ce numéro du magazine littéraire, et même parfois de très très grosses ventes de certains ouvrages qui sans être de vulgarisation sont des ouvrages. Vous voyez, ça, les philosophes sont par définition muets. On dit que la télévision ne les aime pas. Je vous remercie en tout cas d'avoir accepté de participer à une émission de télévision. Comme par hasard, ça commence mal, on vous a mal entendu. Donc, à quoi sert un philosophe aujourd'hui ? Alors, je recommence. Bon, bien, je recommence. C'est très difficile, car depuis Bergson, nous savons que la redite n'est point. Mais je disais que je ne répondrai pas à votre question qui me paraît trop difficile et excéder les possibilités d'un débat de ce genre et des délais qui nous sont impartis. Et que je préférais en revenir à la question que vous suggériez en commençant, c'est-à-dire une crise de la philosophie, un effondrement des croyances, des valeurs, des repères, je dirais, et en même temps une sorte de regain des fortes ventes de certains ouvrages au fond philosophique, même s'ils sont un peu de vulgarisation philosophique. Vous lui parlez du monde de Sophie, par exemple. Et aussi, je pourrais parler du numéro donc, de ce magazine littéraire se fait l'écho de ce qui est au contraire un regain de cette philosophie. Alors moi, je vois un lien entre ces deux phénomènes, si vous voulez. J'ai une thèse sur ce point, qui vaut ce qu'elle vaut, mais que je vous dis en deux mots. C'est que, effectivement, nous vivons un monde dans lequel les référents moraux habituels sont en crise. Je ne parle pas du christianisme et du communisme. Mais je parle surtout du communisme, je parle du sartrisme, je parle du fait que de grandes croyances se sont très rapidement, plus rapidement que nous le supposions, je suppose. Qui aurait supposé il y a 10 ans que le communisme s'effondrerait dans des conditions où il s'était effondré? Et alors, comme nous vivons dans un pays spécifique, la France, dont les intellectuels se caractérisent essentiellement par un choix moral, qui peut être de gauche ou de droite, ou qui assimile volontiers le bien à des valeurs progressistes issues de la Révolution française et qui a cru se retrouver avec Sartre dans les valeurs staliniennes, communistes, collectivistes, etc. Et le mal est incarné, ce qu'il ne faut pas faire est incarné au contraire par tout le contraire, si vous voulez. Bon. Eh bien, comme les valeurs du bien, si je puis dire, qui est un faux bien, mais comme les valeurs du bien se sont effondrées, eh bien, la philosophie est plus nécessaire que jamais parce que un certain public, pas techniquement philosophe, mais relativement cultivé, a le sentiment de ne plus savoir où il en est, de ne pas savoir ce qui est vrai et juste, vrai et bien, mal et bien. Et cela explique que la vogue, le regain de la philosophie dont nous parlions, ou d'une certaine philosophie, qui vient remplacer des repères moraux qui sont en provisoire, pardon, c'est pas facile à prononcer, jachère, qui sont en provisoire jachère. Je suis sûr que des maîtres à penser reviendront, qui nous indiqueront où est le bien et où est le mal, où est le juste politique et le faux politique, mais en ce moment il n'y en a pas. Et permettez-moi de m'en réjouir. Alors, contre-effet,
effectivement, des livres qui vous disent qu'il faut bien se tenir dans le monde, qu'il faut être gentil. Vous avez parlé des guides de savoir-vivre. Des choses comme ça. Pas des livres. Oui, j'ai déjà bien trop parlé, l'émission va se terminer. Michel Serres, à quoi sert un philosophe? Guide du bien et du mal, comme le dit Clément Rosset. À quoi sert la philosophie? Mais pourquoi c'est le mot servir qui est en effet très intéressant, mais le verbe servir peut être transitif. La philosophie ne sert personne et ne sert rien. Et si elle apprend quelque chose, c'est à ne servir personne et à ne servir aucune chose. C'est-à-dire, que sert le philosophe? Devant qui le philosophe est-il serf? Et le mot servir est un très bon mot. Et votre question est une très bonne question. À quoi sert la philosophie? À ne servir personne ni rien. C'est-à-dire à faire un retour sur soi-même et à penser par soi-même les problèmes en question. C'est pour ça que je suis comme Clément Rosset. Je me réjouis grandement de la disparition des idéologies dont on parle et dont tout le monde fait son deuil. Mais pour moi, c'est une grande joie parce que j'ai vu les philosophes servir des pensées extérieures, toutes faites et une langue de bois. Par conséquent, si la philosophie sert à quelque chose, c'est justement à ne servir personne, c'est-à-dire à penser par soi-même librement. Et les philosophes de langue française dont je parle dans mon livre se définissent ainsi. C'est-à-dire, ils se réfèrent à eux-mêmes, à leur propre pensée libre, et ils sont décidés à payer tout le prix qu'il faut dans leur vie pour ne servir personne ni rien. Oui, mais là, vous réhabilitez les philosophes du passé, on y reviendra, car vous nous permettez de faire des découvertes. C'est tout à fait aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire la disparition des idéologies, Clément Rosset a raison, est une chose dont il faut se réjouir, c'est-à-dire... Enfin, nous avons une liberté de penser que nous pouvons pratiquer sans trop la payer. Nous l'avons payée, nous n'avons plus à la payer, réjouissons. Mais quelle est la vertu cardinale de la philosophie à l'intérieur de toutes nos méthodes et nos approches de la pensée? L'apprentissage de la liberté de penser, absolument. Elle reste toujours cardinale dans notre apprentissage de la liberté. Quel que soit le prix qu'il faille la payer. Quel que soit le prix. Et la plupart des philosophes l'ont payé très cher, parce qu'ils ont été exclus, expulsés, généralement de leur milieu professionnel, ou de leur milieu religieux, ou de leur milieu idéologique, et ainsi de suite. Et par conséquent, le prix de cette liberté peut être payé par l'expulsion. Alors, guide du bien et du mal, le philosophe... C'est la liberté. Apprentissage de la liberté pour vous, François Hival. Je rappelle que vous êtes le maître d'œuvre de ce numéro spécial du magazine littéraire. Vous vous réjouissez, vous aussi, de la déconstruction des systèmes, de cette liberté qui maintenant envahit la place publique et de cet appétit de philosophie qui est manifesté un peu partout en France, hors institution, hors lieu de savoir. Je ne sais pas si je me réjouis, je constate. Moi, j'ai essayé de faire la carte de la situation philosophique actuelle. Il me semble qu'elle est marquée par à la fois ce regain qui est manifesté, comme le disait Clément Rosset tout à l'heure, par des grandes scores de publications, de ventes. Elle est aussi marquée, je crois, beaucoup par l'éclatement. La philosophie aujourd'hui échappe à ses lieux traditionnels, qui étaient l'université, qui était la classe de philosophie. Elle est un petit peu partout. Je crois qu'elle se trouve dans des romans, je crois qu'elle se trouve dans des cafés, elle se trouve dans une multiplicité de lieux, dans des théâtres, dans une multiplicité de lieux où on ne l'attendait pas jusqu'alors, ou en tout cas on ne l'avait pas rencontrée. Ce n'est pas neuf. Tout le monde sait bien que la philosophie grecque ne s'enseignait pas dans les lycées, ou en tout cas dans dans un lycée particulier, appartenant à la cité, celui d'Aristote, mais dans une académie ou dans des lieux particuliers, mais qui n'étaient pas des universités, qui étaient des lieux singuliers, ou qui étaient aussi, ou qui étaient la rue comme la philosophie cynique. Je crois qu'aussi elle est dispersée, elle est éclatée dans ses intérêts, dans ses objets. Et c'est un petit peu ce que le magazine a voulu faire. Elle est éclatée, par exemple, dans des objets qui ne sont plus exactement ceux qui ont pu être des générations précédentes. La philosophie politique a une très grande importance, la philosophie morale a une très grande importance aujourd'hui, mais aussi beaucoup de lieux comme l'esthétique, comme la philosophie des sciences, la philosophie de la médecine, et avec, je crois, une caractéristique particulière, c'est que aucun de ces lieux ne cherche à dire « voilà la philosophie pour tout le monde, la philosophie de tous, la philosophie qui exclut tous les autres ». Je crois qu'on est dans une période assez particulière, il y a un éclatement des lieux, éclatement des modes, des types d'intérêts, des lieux où on pratique la philosophie, et une grande tolérance. Peut-être même, on peut la regretter, une trop grande juxtaposition d'intérêts, de pratiques.
entre des philosophes. Je crois que la remarque de Clément Rosset tout à l'heure me semblait extrêmement intéressante. Il situait l'intérêt de la philosophie aujourd'hui dans l'absence de référent moral. Je crois qu'il faut peut-être distinguer l'absence de référent moral et l'absence de référent idéologique. On peut avoir une absence de référent idéologique et garder de grandes constantes morales. Je crois que ce qui fait l'importance de la philosophie aujourd'hui, c'est la déstabilisation des références morales. Or, qu'est-ce qu'elle implique? Lorsqu'il n'y a plus de grands codes moraux, il faut avoir à décider soi-même. On ne peut plus décider en référence à des normes, il faut choisir perpétuellement soi-même dans les actes les plus quotidiens de la vie. Savoir s'il faut faire ceci ou cela, avoir ou ne pas avoir des enfants, se marier, ne pas se marier, divorcer ou ne pas divorcer, devient immédiatement un problème philosophique. Et je crois que l'intérêt de la philosophie aujourd'hui est lié à une préoccupation qui n'est peut-être pas exactement morale, je crois qu'on l'appelle beaucoup aujourd'hui éthique. C'est-à-dire ce moment où dans sa vie, il faut constamment décider, et décider en fonction d'une hiérarchie de valeurs que chacun cherche à expliciter pour lui-même. Non pas en référence à ceux des autres, mais en essayant d'avoir son propre système de valeurs. Et peut-être demande-t-on aux philosophes aujourd'hui d'être l'occasion de l'explicitation des valeurs à travers lesquelles j'ai à faire des choix. Parce que je ne peux plus aujourd'hui, et c'est la contrainte aujourd'hui, et peut-être la contrainte philosophique fondamentale, il faut décider. Je crois que pendant longtemps, parce qu'il y avait des idéologies ou parce qu'il y avait des systèmes moraux, on n'avait pas à décider, on avait à choisir son système et à l'appliquer. Eh bien aujourd'hui, il faut décider. Et parce qu'il y a à décider, ici je rejoins sans doute la thèse de Michel Serres, il y a à faire exercice de sa liberté et il y a donc à devenir à nouveau philosophe. Alors Jean d'Ormesson puis Michel Serres, quelle est votre définition de la philosophie, Jean d'Ormesson, et ai-je raison? Et est-ce que vous ne m'en voulez pas de vous avoir mis dans une émission philosophique? Car après avoir lu presque rien sur presque tout, on vous sent totalement affranchi de la structure classique du roman. On vous sent désireux finalement d'avoir un rapport presque sensuel avec vos connaissances encyclopédiques et de vous poser les vraies questions. Celle de la vérité, celle de la beauté, de l'amour, de l'avenir, de l'au-delà, etc. D'abord, je voulais dire que c'est un grand bonheur et un honneur, je le dis franchement, d'être ici dans une discussion philosophique et je suis très heureux d'être là. Je voudrais dire que je suis parti d'une réflexion sur le roman. C'est le roman qui m'a paru usé. Le roman m'a paru usé. Alors vous savez, je sais bien qu'on chante, à chaque rentrée, on chante la fin du roman, et à chaque rentrée, il y a 300 ou 400 romans qui nous tombent sur la tête. Mais il me semblait qu'il y avait une sorte de fatigue, peut-être du lecteur, et peut-être de l'auteur, à répéter éternellement les mêmes thèmes. Vous savez qu'il y a une formule célèbre de Paul Valéry pour définir le roman, la marquise sortie à 5 heures. Il n'y a plus de marquise. Un résumé. Il n'y a plus de marquise, ou bien la marquise reste chez elle, n'est-ce pas? Et elle fait de la philosophie. Voilà, et elle fait de la philosophie. Alors, est-ce que je fais de la philosophie? Certainement non, je ne fais pas de philosophie, je n'oserais pas. On y reviendra, parce que vous avez plusieurs lecteurs philosophes et nous donnerons leur avis. De formation, je suis philosophe. Disons que je sais assez de philosophie pour savoir que mon livre n'est pas de la philosophie. C'est une sorte de... C'est une sorte de roman où le personnage est devenu de plus en plus ténu et où les personnages sont l'espace, le temps, l'être, la passion et l'homme, évidemment. J'ai écrit un livre qui s'appelait Le Juif errant. Dans Le Juif errant, le personnage principal était un mythe. Ensuite, j'ai écrit un livre qui s'appelait La douane de mer, où les personnages principaux étaient des deux esprits qui se rencontrent. Et un de mes amis m'a dit que dans presque rien, sur presque tout, les personnages étaient devenus des états gazeux. Alors voilà, c'est le roman des états gazeux, si vous voulez. C'est peut-être la philosophie d'aujourd'hui, puisqu'on vit la déconstruction des systèmes, et finalement une époque de ruine. Vous représentez le gaz dans les ruines. Alors. Voilà, je représente le gaz dans les ruines. Ça, on pourrait presque aller plus loin, n'est-ce pas? Un paix dans les ruines. Le quoi? Un paix dans les ruines. Je voudrais dire aussi que comme Clément Rosset, comme Michel, comme vous, je ne suis pas mécontent de cette
état de la philosophie. Mon livre acheté par-dessus bord 2 thèmes, et je vous en demande pardon. Le premier, c'est la psychologie. On ne trouvera pas beaucoup de psychologie dans ce livre, je crois qu'on n'en trouvera pas du tout même. Et assez peu de morale. Ce qui me tente, c'est le spectacle. Et le romancier est d'abord un témoin, et il m'a semblé que la richesse du monde était une merveille, et qu'il fallait s'émerveiller de cette richesse. Vous savez qu'il y a une formule, le sage est celui qui ne s'étonne de rien. Je dirais que le sage est celui qui s'étonne de tout. Est-ce que les philosophes sont des sages? Parce que vous dites ne pas être philosophe, vous dites ne pas faire un travail philosophique, mais en même temps, l'usage de votre livre peut être philosophique. Et ce que vous faites, c'est quand même une réflexion, une méditation, notamment sur le temps, sur le rôle de l'individu, sur la cosmologie. Je dirais que j'ai essayé de faire quelque chose qui pourrait peut-être ressembler à une sorte d'opéra de l'universel. N'est-ce pas? Nous sommes dans un universel, l'univers. Quand on parle de l'univers, on pense tout de suite à des astrophysiciens, à des astronomes. Mais l'univers auquel je pense, tout y est. Nous y sommes. Cette table y est, ce verre y est. Et il me semble qu'il y a une espèce de vertige du monde. Et c'est ce vertige du monde dont j'ai essayé de parler. Que pensez-vous du regain d'actualité de la philosophie et de cette façon qu'a finalement la philosophie de s'immiscer partout et de prendre finalement parole, hein, aussi bien vous dans cette finalement dans ce roman que vous délaissez pour faire une sorte d'odyssée philosophique, je crois que vous accepteriez ce terme, odyssée philosophique. J'accepterais ça très volontiers. Est-ce que vous auriez osé, modestement, mais volontiers, il y a 10-15 ans, au moment où les philosophes appartenaient finalement aux institutions les plus universitaires, est-ce que vous auriez osé faire acte de philosophie dans un roman? Peut-être pas. Peut-être pas, et c'est pour ça que je me réjouis, comme tous ceux qui ont parlé ici, de cette liberté. De cette liberté, ce que Michel Serres a dit sur à quoi sert la philosophie, c'est superbe, en effet. Elle ne sert à rien et surtout, elle ne sert personne. Elle sert à quelque chose. Michel Serres. Elle ne sert en tout cas personne. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit François Ewald, parce que cet éclatement de la philosophie, il est consubstantiel à la philosophie, de telle sorte qu'il a toujours eu lieu. Quand on regarde la philosophie du XVIIIe siècle en France, eh bien la philosophie était dans les cafés. En effet, il y avait des cafés, c'était la naissance du café. Elle était dans les salons les plus célèbres où on discutait de philosophie. Elle était au théâtre, en effet. Elle était dans tout le spectacle. Elle était dans les romans. Et elle était partout, presque, sauf à l'université. Vous voyez ? Donc cet éclatement avait lieu, mais il a eu lieu aussi en plein 19e. Il avait lieu aussi au XVIe siècle, pendant les guerres de religion. Par conséquent, ce n'est pas nouveau que la philosophie soit éclatée. Elle est éclatée presque par nature. Et les 100 volumes de philosophie que j'ai publiés chez Fayard comme corpus des philosophes de langue française, c'est de la même façon des astronomes, des philosophes politiques, des moralistes, des littéraires, des théoriciens de l'art, et ainsi de suite. Elle est éclatée de la même façon. Et pour ce qui concerne la morale, il y a 2 choses à dire. Un sur l'éclatement, donc c'est tout à fait naturel ou tout à fait consubstantiel à la philosophie. Et d'autre part, sur la morale, jamais on n'entend parler de morale qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on dit. Pourquoi? Parce que la science a créé des situations tellement nouvelles aujourd'hui, depuis, rappelez-vous, les problèmes d'environnement jusqu'aux mers porteuses, en parlant de la bioéthique et tout ce qui est des arrangements génétiques, et ainsi de suite, des manipulations génétiques. Donc les questions d'éthique sont à l'ordre du jour partout et à peu près dans tous les endroits, puisque maintenant on discute de bioéthique dans les hôpitaux, dans les familles, etc., mais sous la poussée de la science et de la technique. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire l'éthique ou la morale est un peu partout, c'est-à-dire on traite partout des problèmes d'éthique, et bien entendu, chaque fois on a eu un problème de choix à se poser, mais souvent, très souvent, c'est sous la poussée des sciences et des technologies. Et là aussi, c'est quelque chose de nouveau, alors que l'éclatement est plutôt quelque chose de tout à fait ancien. Alors vous êtes tous réjouis de ce regain de philosophie populaire, hein, qui envahit maintenant la place publique. Vous n'avez pas encore parlé de cette philosophie qui fut autrefois peut-être trop une affaire de clercs, de ceux qui étaient censés connaître pour pouvoir en faire.
Et je vous propose tout de suite de regarder un document où on va pouvoir entendre Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre qui est vraiment la figure de l'intellectuel et du philosophe engagé. Jean-Paul Sartre dont parle abondamment Michel Serres dans Éloge de la philosophie en langue française. Écoutez Jean-Paul Sartre s'expliquer sur la notion d'engagement, engagement littéraire et politique. C'était un entretien de 1979. Vous pourriez exposer un peu votre conception de l'engagement littéraire? Ben, écoutez, elle est venue de la situation, je pense, puisque des gens comme moi, et il y en avait légion, étaient, pendant l'occupation, liés à un parti, soit le Parti communiste, soit les gaullistes. Moi, c'était le Parti communiste, sans en accepter tout, mais en considérant que c'était historiquement ce qu'il y avait à faire, lutter contre les nazis. Il y avait donc un engagement sur un point précis, une reconnaissance de la valeur du groupe communiste, un besoin d'écrire sur les questions qui nous préoccupaient, et aussi, le cas échéant, de défendre le groupe avec lequel nous étions alliés. C'est le type même de l'engagement tel qu'il est apparu après. C'est-à-dire être lié à des partis de gauche définis, par exemple justement le Parti communiste, et dans ce sens écrire pour le défendre ou pour se défendre, avoir des points communs, des buts communs avec lui sur un certain plan, mais n'être pas engagé dans un parti. Au fond, l'engagement, c'était, selon moi, à ce moment-là, ce que pouvait faire un intellectuel de gauche quand il n'entrait pas dans un parti. Alors voilà, au-delà de ces déclarations de Jean-Paul Sartre et de ce qu'il représenta dans tout un mouvement extrêmement important du côté de la jeunesse depuis finalement l'après-guerre, il en va de la définition du philosophe. Est-ce que vous approuvez les attitudes de Jean-Paul Sartre? Vous semblez beaucoup le critiquer dans votre dernier livre, Michel Serres. Oui, un peu comme un faiseur, un fabricateur de mythes, un type qui a menti. Non. Tout à l'heure, j'ai dit que le philosophe revendiquait pour lui-même la liberté de penser. Or, c'est une revendication tellement folle qu'elle doit être payée, elle doit être compensée. De sorte que pour payer cette revendication de la liberté de penser par moi-même, qui peut aller à la paranoïa ou au narcissisme, eh bien, il faut la payer... Ou à l'enfermement, c'est oui, mais il faut la payer par la connaissance la plus large possible du savoir de son temps. Et tous les philosophes de langue française dont je parle, et même aujourd'hui, sont des gens qui ont payé leur liberté de penser, non seulement dans leur vie, en étant exclus souvent de leurs institutions, mais par ce travail héroïque qui consiste d'apprendre et de tenir compte de la totalité du savoir d'aujourd'hui. Et c'est ça, être engagé dans son temps, surtout à l'époque où parle Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre pense que l'engagement social, politique, revient à suivre un parti ou l'accompagner, un parti politique. Or, entre les années 50 et aujourd'hui, ce qui transforme profondément la société, c'est la physique, Hiroshima, la chimie, Seveso, la biochimie, c'est la médecine qui enfin supprime la douleur, délivre les femmes de leur suggestion millénaire, fait monter l'espérance de vie, et ainsi de suite. Or, de la science, Sartre ne sait rien. Et par conséquent, alors qu'il se prétendait engagé, il n'était pas engagé dans son temps, parce que sa philosophie est possible dans le temps des crinolines et des charabancs. Comme vous y allez quand même, oui, de notre pape de l'existentialisme, c'est le philosophe des crinolines. Il a cru vraiment qu'être engagé dans son temps, ça voulait dire adopter un certain nombre de motifs politiques. Alors que ce qui changeait profondément la société du temps, c'était tout autre chose. Et tout autre chose qu'il méprisait et qu'il n'a pas suivi. Et par conséquent, il n'a pas été... Comparé par exemple à un homme comme Condillac, l'abbé de Condillac, qui se retire à partir de 50 ans dans sa tour d'ivoire, comme on dit, pour arranger sa théorie des langues. Condillac, la théorie de Lavoisier sur la chimie n'est pas possible sans Condillac, Lavoisier le dit. La systématique biologique à partir de Linné n'est pas possible, Linné l'avoue. L'alphabet des sourds-muets, vous savez, les signes, l'abbé de l'Épée les invente en référence à Condillac. Qui était engagé?
celui dont nous sommes l'héritier encore vivant aujourd'hui, selon lequel on ne peut pas parler ni des plantes, ni des animaux, ni des corps inertes comme la chimie, et celui sans lequel les sourds et les muets ne pourraient pas s'entendre et se comprendre. Mais c'était lui qui était engagé alors qu'il était dans la tour d'ivoire. Alors qu'on prend là l'exemple de quelqu'un qui lève un étendard politique, aveugle complètement à tout ce qui fait la fin du XXe siècle en France. Il se disait engagé. Ah, s'il ne s'était pas dit engagé, je trouve sa position très bonne, sa théorie de la liberté excellente, etc. Mais sur l'engagement, il s'est trompé. Jean d'Ormesson, François Evagnes, un philosophe doit-il être un porte-parole? A raison une fois de plus, c'est ce qu'on a pu reprocher à Sartre. C'est pas parce que vous êtes académiciens tous les deux que vous devez être d'accord sur tout. Non. Je pense quand même qu'il a raison. Ce qu'on a reproché à Sartre, c'est de ne pas savoir grand-chose sur la science. Il savait rien. J'en sais incommensurablement moins, évidemment, que Sartre sur la science. Mais il m'a semblé... Non, c'est évident. Il m'a semblé... Donc pas grand-chose d'après Michel Serres. Presque rien. C'est possible. Oui, mais presque tous ont presque rien. C'est toujours possible d'en savoir moins. Mais ce qui m'a semblé... Vous voyez qu'il est devenu philosophe. C'est que la science offrait un thème romanesque merveilleux. Et il m'a semblé que le roman, qui avait cherché de tant de côtés... Qu'est-ce que cherche le roman depuis le romantisme, depuis 2 siècles? C'est quelque chose de nouveau. Du romantisme au nouveau roman, qui porte bien son nom, il cherche quelque chose de nouveau. Et il m'a semblé que la science était un thème de roman merveilleux. Et c'est ce thème de roman qu'en romancier, j'ai essayé d'aborder. Il m'a semblé que le Big Bang, l'origine de l'homme, peut-être même les théories quantiques, avec leur incertitude, étaient des thèmes romanesques formidables. Et non seulement c'était des thèmes romanesques, mais même que la science apparaissait quelquefois avec une sorte de démarche romanesque. Mais Jean-Paul Sartre, vous ne le citez pas. Vous citez de nombreux philosophes, de nombreux écrivains, mais Sartre, non, vous ne portez pas au firmament de vos certitudes philosophiques. À la différence du monde... Il n'y a que presque tout dans le livre. À la différence du monde de Sophie, je parle de très peu de philosophes. D'abord parce que je ne les connais pas, et ensuite parce que mon livre est tout sauf un livre didactique en matière de philosophie. Mais il me semble tout à fait évident que... C'est ce que fait Rosset aussi, hein. Il n'est jamais didactique. Mais... Oui, non, mais je ne vais pas répéter pour la 20e fois que j'en sais moins que Serres ou moins que Rosset. Il m'a semblé... Ils ne rougissent même pas, alors ne le répétez pas. Presque autant que Socrate, quand même. Ils ne rougissent pas parce qu'ils le savent. Il m'a semblé que le Big Bang, qui est accepté par la plupart des astrophysiciens, a quelque chose d'une hypothèse romanesque. Il m'a semblé que l'origine de l'homme en Afrique, et probablement l'origine unique de l'homme, avait quelque chose de romanesque. Et que quand on découvre une dent, un tibia, c'est comme un puzzle qu'on fait pour remonter jusqu'à l'origine de l'homme, et que les structures dissipatives de Prigogine ou la théorie du chaos avaient aussi quelque chose d'extraordinairement romanesque. Et la notion d'intellectuel total et de porte-parole et de maître à penser que représenta pour toute une génération Jean-Paul Sartre. Un maître à penser, je ne le suis pas. Qu'est-ce que vous avez dit encore? Un intellectuel total, je ne le suis pas. Global, presque total. Je le suis à peine. Et Jean-Paul Sartre. Soyez bien à votre aise. Et Jean-Paul Sartre. Et Jean-Paul Sartre. Que représenta-t-il pour vous et aujourd'hui? Il représentait pour moi sûrement D'abord, il représentait quelqu'un qui avait un talent formidable. De romancier ou de philosophe? C'est-à-dire que je vais donner des verges pour me faire battre, n'est-ce pas? Beaucoup de philosophes ont pu penser de Sartre qu'il était surtout un romancier. Beaucoup de romanciers ont pu penser de Sartre qu'il était surtout un philosophe. Qu'est-ce qu'on pourra dire de moi? Ça, c'est un risque que j'ai évidemment pris. Ah oui. Mais à vrai dire, je m'en fiche. On a compris. Voilà. François Evagnes. Je voudrais revenir sur la notion d'engagement. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Michel Serres. Je crois que ce qui caractérise l'intérêt pour la philosophie aujourd'hui, cet intérêt est lié au fait que les gens ne se sentent plus engagés comme ils l'étaient à l'époque de Sartre.
Je pense que nous avons, mais c'est une scission extrêmement profonde qui pour nous est contemporaine du bicentenaire de la Révolution, en fait, comme une conscience commune. Car jusqu'alors, on nous disait que nous étions des hommes, qu'à partir du moment où nous étions des citoyens. C'est-à-dire c'est seulement dans un engagement politique, dans un rapport avec l'État, dans un avis en quelque sorte sur la vie collective, que nous gagnons notre dignité morale. Et que tant que nous ne l'avions pas, nous n'étions en quelque sorte pas exactement des hommes. Or, je crois que ce qui caractérise l'actualité, c'est précisément que la vie des gens ne passe plus nécessairement, et dans sa qualité morale, dans sa dignité, par un engagement politique. Et qu'il y a cette espèce, il y a eu une grande division à la fin du XVIIIe entre la religion et la politique, ou entre la religion et la philosophie. Il me semble que nous vivons une autre scission, qui est la scission entre la vie individuelle et la vie politique. On peut avoir une relation politique, mais ce n'est plus exactement une relation essentielle. Et c'est peut-être dans cet espace ouvert-là qu'il y a justement tout cet intérêt pour la morale, et que trouve, je crois, Michel Serres, toute l'importance que vous venez de souligner, et vous-même aussi, sur l'importance de la science. Et cette science, elle ne nous ramène plus dans la nature, elle ne nous ramène plus dans notre nature, elle ne nous la rend plus confortable, précisément, elle nous la fait échapper dans tous les sens. Et avec les enseignements de cette science, le Big Bang, qui nous ouvre sur un temps à la fois infini, mais en même temps commencé, qu'est-ce que nous serions avant le Big Bang, car il y a bien dû y avoir un avant, et quel sera l'après, puisque nous sommes donc désormais dans un temps fini. Quelles sont les conséquences, effectivement, d'une nature biologique, avec tout ce qui est lié à la bioéthique, fait qu'effectivement, nous sommes contemporains d'un environnement qui n'est plus politique, qui est un environnement de savoir, mais d'une science qui nous décale, en quelque sorte, qui provoque un décalage permanent par rapport à ce que nous étions jusqu'alors, ou dans le confort politique, peut-être, ou le confort scientifique dans lequel nous étions jusqu'alors. Et je pense que c'est par rapport à ceci qu'il y a cet intérêt, cette passion pour la philosophie, et dans un moment qui est très particulier, parce que c'est un moment qui, d'une certaine manière, est très près d'une philosophie pré-socratique, car ce que vous décrivez finalement de cet exercice de la philosophie, qu'est-ce d'autre sinon Parménide ou Héraclite? Oui, attendez, il va disparaître. Oui, Michel Serres. C'est pas que nous soyons séparés d'une nature, c'est que la nature vient de changer. C'est-à-dire ce qu'il y a de fondamental dans les nouvelles découvertes scientifiques, c'est que nous croyions que la nature, c'était un ensemble de phénomènes régis par des lois fixes, des lois simples et, comme on l'a dit tout à l'heure, universelles. Or, le Big Bang qu'on vient de citer, ou le chaos qu'on vient de citer, montre à l'évidence, et je crois que j'ai fait la moitié de mon livre sur cette question, que l'intérêt, c'est la contingence, c'est-à-dire les circonstances imprévisibles. Et là-dessus, je crois que Clément Rosset a quelque chose à dire, puisque c'est un bon bergsonien, et il connaît très bien les questions concernant le concret, l'individu, la contingence, la circonstance, l'imprévisibilité, qui forment actuellement le tissu de notre nature. Et cette nature, en effet, elle n'est pas tranquille, elle est imprévisible, difficile, et elle ressemble au contraire, tout à fait, à l'histoire que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire la science est en train d'inventer une nature qui ressemble pour la première fois depuis très longtemps à l'histoire que nous vivons, avec ses circonstances, ses contingences et son imprévisibilité. Vous reconnaîtrez que la contingence est un thème sartrien. Oui, oui, c'est pas tout à fait la même. Clément Rosset, vous vouliez dire quelque chose, Jean d'Ormesson? Je ne voulais pas parler trop. Vous m'avez poussé sur Sartre. Je voulais simplement dire que j'ai le sentiment de n'avoir cessé de me dégager, d'essayer de me dégager. En un sens, j'étais engagé. Et je n'ai cessé de me dégager, et en même temps, je n'ai cessé d'être hanté par une idée qui est l'idée de vérité. Qu'est-ce que peut être aujourd'hui, où les idéologies et les systèmes éclatent, qu'est-ce que peut être cette idée de vérité, et qu'est-ce que peut être l'idée d'un sens? Quel peut être le sens de l'univers, et quel peut être le sens d'une vie d'homme? Alors, c'est une question qu'on va poser à Clément Rosset. Clément Rosset, je le rappelle, c'est un philosophe qui a publié une quinzaine de livres. Je ne vais pas rappeler tous les titres, mais je rappellerai Le réel et son double, le traité de l'idiotie, Le philosophe et les sortilèges, et puis donc très récemment Le choix des mots, aux éditions de Minuit. Alors pour vous, la vérité, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que nous vivons en tant qu'être au monde? Parce que la philosophie, c'est aussi expliquer pourquoi on est au monde. Et là encore, vous me posez une question qui demandera un débat
je dis pas d'une haute technicité, mais qui sort tout de même un petit peu du cadre tellement rapide de cette émission. On peut philosopher toute la je journée. remercie Michel Serres pour avoir fait l'amabilité de dire qu'effectivement, cette nature où entre de moins en moins de nécessité et de plus en plus de contingences est une manière qui est effectivement une manière pour la science moderne de rejoindre des intuitions philosophiques du passé, et aussi du passé, de l'Antiquité également. Avoir dit que, effectivement, j'étais très sensible à ces questions, mais nous ne sommes pas là pour être toujours d'accord et de nous faire des compliments. Enfin, je ne sais pas. Donc, je vous remercie, nous sommes absolument d'accord. Déjà, je vais revenir sur un point. Et la vérité, comme dit, je crois, un personnage méterlien que dans Péléas et Mélisande, hein, la vérité, c'est Mélisande qui dit cela, la vérité. Enfin, vous connaissez l'auteur. Bien, nous en parlerons entre nous. Pourquoi en tête-à-tête seulement la vérité? La vérité, ça intéresse peut-être. La vérité. Vous voulez dire qu'elle fuit, qu'elle s'échappe, qu'elle n'existe pas, que c'est pas du tout une notion philosophique? La vérité, vous savez aussi bien que moi, puisque vous m'avez fait l'amitié et l'honneur de lire mes ouvrages, que je l'assimile à la notion de réel. Alors ceci demanderait des démonstrations qui... Mais expliquez-nous justement. Non, mais non, vous pouvez, sans pour autant résumer, essayer de nous expliquer. Essayez d'expliquer à Jean d'Ormesson. La vérité, si je ne réponds pas à votre question et renvoie à mes livres, c'est que la vérité, ou pour moi le réel, concerne ce qui n'est pas dissible, n'est-ce pas? Et que l'ordre du dissible s'arrête au seuil de la vérité. Alors il y a des expériences, des sentiments de la vérité, que des artistes ont merveilleusement rendus ponctuellement, que des philosophes parfois ont merveilleusement rendus dans leurs analyses, mais ne me demandez pas de vous en donner une définition, ce serait contradictoire pour moi. Voyez-vous, ce n'est pas une manière de vouloir m'esquiver à la sophistique, c'est simplement parce que c'est ce que je pense. Mais si vous me donnez la parole 5 minutes, je voudrais revenir sur certains points qui ont été évoqués un peu par tout le monde, en regrettant que notre Sabadi Kadi... Mais Stéphane Braunschweig, qui est metteur en scène de théâtre, a aussi fait des études de philo, il peut parler quand il veut. Ouais, alors je termine avec... Parce qu'après, je vais oublier. Hein. Sur Sartre, je partage les reproches de Serres, mais je pense que je serais plus sévère encore, et je remarque que la liberté dont il fait une doctrine absolue n'est guère compatible avec l'obligation qu'il a fait à tout le monde de se lancer dans une idéologie cruelle, mensongère et aliénante. Bon, ça c'est assez... je ne crois pas que la poussée des sciences elle a certainement amené à se poser de nouvelles questions morales, Michel Serres a parfaitement raison. Mais ce n'est pas le seul facteur. L'autre facteur est aussi les affaissements idéologiques. Et je vous répète que je suis plutôt pessimiste sur ce point. Je crois que nous vivons un moment de grand bonheur, mais que on ne sait plus rien, c'est rien, on ne peut pas trouver la vérité, mais enfin, il faut quand même être heureux. Après Sartre 1, il y aura Sartre 2. À ce moment, il n'y en a pas. Et qui est Sartre 2? Peut-être Jean d'Ormesson? Ah, pas du tout. Pas du tout. Ça, on peut dire tout ce qu'on veut d'Ormesson, mais vraiment pas. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. C'est un Jean sans Paul. C'est un Jean sans Paul. Et Michel Serres ne sera jamais non plus un Sartre 2. Ça, c'est certain. Sur la vérité. Jean d'Ormesson, Michel Serres, Stéphane Braunschweig. Un tout petit mot, je laisse Michel Serres parler. Je voudrais dire qu'il me semble que nous vivons dans un monde où nous savons qu'il n'y a plus de vérité et où pourtant la recherche de la vérité devient ce qu'il y a de plus important et peut-être la seule chose importante. Ça a toujours été le cas, excusez-moi, parce que si nous avions une définition de la vérité, on la reconnaîtrait partout. Rien ne serait plus simple si nous avions une définition de la vérité que de la reconnaître. Et pourtant, on croyait. Donc, il n'y aurait pas de... On en a épousé plusieurs. Il n'y aurait pas de recherche de la vérité. On recherche la vérité, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. On se lève tous les matins très tôt quand on est philosophe ou savant pour la chercher.
Mais s'il y avait une définition, tout serait arrêté, on la reconnaîtrait partout. Par conséquent, ce que vous demandez est impossible à vous donner, parce que si je l'avais, eh bien, ma vie serait terminée, et la vôtre aussi. On la reconnaîtrait partout, ce serait... D'ailleurs, pour ça qu'on écrit les romans. Mais je peux donner un exemple. On a par exemple tout à l'heure parlé du Big Bang. Eh bien, sait-on que le Big Bang est simplement une exception ponctuelle à toutes les lois de la physique. Et par conséquent, il y a deux vérités là, la vérité qui se déduirait des lois de la physique, et puis cet événement extraordinaire, contingent et nouveau, parfaitement singulier et instaurateur de tout l'univers, dont on pense qu'il existe, mais qui est parfaitement exceptionnel par rapport aux lois que l'on connaît. Par conséquent, il y a une vérité qui est déduite d'un système, et tout d'un coup, une vérité ponctuelle qui est portée par la singularité d'un fait, comme elle est portée par la particularité de votre personne, de la mienne, d'un événement contingent. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas donner de définition, mais on peut donner deux bons exemples tout à fait clairs d'une vérité déduite dans un système d'un côté, et d'autre côté, qui est l'apparition unique d'une singularité étonnante, et dans ce cas-là, fondatrice. À propos du Big Bang, je voulais terminer, ce que je n'ai pas eu le temps de terminer, je voudrais dire reprendre de la bouche de M. Ewald ce qu'il a dit concernant le Big Bang. Vous avez demandé à Jean d'Ormesson, et au fond, avant le Big Bang, qu'y avait-il? Or, je crois me rappeler... C'est une bonne question. C'est une question des antidynamiques anciennes. C'est une question à laquelle, si ma mémoire est bonne, Jean d'Ormesson répond lui-même, puisque les premières pages du livre parlent d'avant le Big Bang, et il nous dit qu'avant le Big Bang, tout était très tranquille. Hein. Ça, je crois que vous ne risquez pas de vous tromper. Sur ce point. Quel camp c'est? Mais après... Sur le... Ah ben... Il l'imagine. Le réel. La modestie du titre montre la modestie de l'ambition. Oui, c'est la question de Saint-Augustin. La question de Saint-Augustin, c'était qu'est-ce que faisait Dieu avant de créer le monde? Oui. Et alors Saint-Augustin a pris 8 jours pour réfléchir. Au 9e jour, il a répondu. Il préparait de toute éternité d'épouvantables supplices à qui poserait cette question. Vous voyez ce qui vous attend. Le thème a été repris au début de l'ennui de Moravia. Et à propos de roman, et pour en revenir à votre roman, vous avez parlé d'absence de psychologie. Je crois que cette absence de psychologie est un trait dominant d'une évolution, non seulement du roman, mais de l'art de la fin 19e, début 20e et du 20e siècle. Et que il y a eu certainement, et je pense aux peintres, aux sculpteurs, aux romanciers, qui même lorsqu'ils peignent des personnages ne peignent pas leurs pensées, leurs sentiments, mais peignent leur comportement, comme par exemple Céline, hein, où il n'y a pas de psychologie non plus. Et je crois que c'est une tendance très profonde et qui a donné lieu à des romans comme le vôtre qui font des choses, les personnages, et non plus le contraire. Je songeais à ce sujet à un roman fort ancien, déjà de mon collègue niçois, pas collègue, mais enfin, de l'Ecclésio, l'extase matérielle, n'est-ce pas? Et on peut, avec les choses, trouver de quoi se passionner. Les pierres de Caillois. Les pierres de Caillois. Et ce qui est fascinant, par exemple, dans la philosophie de Lucrèce, ce qui déçoit aussi beaucoup tout le monde, Lucrèce, c'est que c'est un contact, comme l'a dit Michel Serres dans son livre sur Lucrèce, c'est vraiment un contact avec la pluie, le vent, et pas avec des personnages. Bon, voilà, j'ai tout dit. Tout dit. Stéphane Braunschweig. Non, c'était juste parce qu'on parle beaucoup de la chute des idéologies. Moi, je trouve qu'il ne faut pas les enterrer trop vite. D'abord parce que je crois que peut-être s'il y a un retour de la philosophie, alors il faudrait savoir d'ailleurs peut-être mettre une petite distinction entre philosophie et pensée. Mais bon, il me semble que le retour de la philosophie se fait sur le terrain de la chute de la pluralité des idéologies et pas seulement sur la chute des idéologies. Parce que quand on parle de la chute des idéologies, on sait de quoi on parle, la chute du communisme, etc. Mais enfin, on vit dans une société qui est au fond gérée et régie par une loi qui s'appelle la loi du marché, qui est une idéologie cachée, et c'est évidemment qui est tout à fait différente de l'idéologie communiste, tout aussi aliénante, mais assez différente dans le sens où effectivement, quand même dans le communisme ou dans les philosophies antiques, Aristote, enfin, on recherchait quand même à fabriquer une société meilleure.
je ne crois pas que ça soit le but, si vous voulez, de la loi du marché. Je suis tout à fait d'accord. Clément Rosset, Michel Serres, il y a un monsieur dans le public qui va intervenir depuis longtemps. On va vous donner un micro, monsieur. C'est-à-dire que les Américains, déjà avant l'entrée en guerre, ils savaient qu'ils domineraient l'idéologie au niveau de l'Europe et du tiers-monde, et après avoir après que ce soit liquidé d'elle-même par un phénomène d'implosion d'idéologie communiste, nous vivons sous la menace, quand je vous dis que les idéologies et les Sartre II vont revenir, ils auront peut-être des visages très différents. Mais je suis tout à fait de votre avis sur ce point que l'idéologie non-voyante de la société américaine est une menace tout aussi grave pour d'autres raisons que celle que faisaient peser les autres. Alors François Eval, attendez, il y a un monsieur qui depuis longtemps demande la parole. Il faut tout de même rappeler que l'économie de marché est née de la chute de la volonté, je crois, unanime d'en finir avec les grands totalitarismes du siècle. L'économie de marché est née en Allemagne après la guerre, elle a servi à reconstruire l'Allemagne, c'était pour mettre fin au nazisme. C'était un système qui a effectivement permis d'y mettre un terme, en tout cas jusqu'alors, dans l'Allemagne. Et si on reparle d'économie de marché plus généralement en Europe et puis dans le monde, c'est après la fin du communisme. Et donc l'économie de marché apparaît peut-être moins... Mais là, c'est plus seulement une économie. Stéphane Brangin, il disait c'est une idéologie cachée. Enfin, c'est une vision du monde. Voilà. C'est une pratique, c'est un ensemble de pratiques qui n'est pas nécessairement lié à une idéologie, qui ne se réfléchit pas nécessairement. C'est une aliénation. Enfin, ça induit... Avant de parler d'aliénation, faites attention. Il y a un monsieur qui veut intervenir, monsieur. Dont nous sommes affranchis grâce à elle. Je sais bien. Allez-y, monsieur, parce que vous savez, les philosophes, quand ils sont entre eux, sont très bavards. Allez-y. Bavards entre eux, mais c'est normal. Vous voulez poser une question, tout le monde, c'est monsieur. un peu un travers français. C'est monsieur Braunschweig qui m'a un peu mis sur la voie, il m'a un peu soufflé une partie de ce que je voulais dire. Depuis le début, en particulier, monsieur Serres, vous parlez de la fin des idéologies. Je n'ai pas parlé de la fin des idéologies. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Non, vous n'avez pas parlé. Je suis le seul à n'avoir pas parlé de ça. Ah bon? Pardonnez-moi. Il est par-delà les idéologies. Mais je crois que vous ne croyez pas que le libéralisme économique ambiant est triomphant, dans lequel nous sommes plongés jusqu'au cou? Ça n'est pas une idéologie. Vous parliez également devant M. d'Ormesson, qui est un expert en dégagement politique, et qui est également... Je ne sais pas, mais M. d'Ormesson était quand même un grand éditorialiste devant l'Éternel, dans un journal du matin, qui, comme chacun sait, est parfaitement dégagé le politiquement. Figaro, Oui, donc tout ça... je crois que... moi, la question que je vous pose, que peuvent dire aujourd'hui les philosophes dans un monde où c'est l'économie et l'économie de marché, et la technique au service de cette économie qui domine et qui commande tout le reste? Très bonne question. Elle s'adresse à vous, Jean d'Ormesson, et à Michel Serres aussi. Et Clément Rosset a sûrement des choses à dire. Il y a quelque chose en quoi je n'avais jamais cru quand le marxisme était triomphant, c'était la fin de l'histoire. Et puis, je crois qu'il y a un Américain d'origine japonaise qui s'appelait, je crois, Fukuyama, qui a inventé l'idée de la fin de l'histoire libérale. Je n'y crois pas non plus. Mais vous en réjouissez ou pas? Je m'en réjouis, je veux dire, est-ce que vous vous réjouissez qu'il y ait de la pluie et du beau temps parce que vous pensez que l'économie de marché, c'est une chose obligatoire. Je pense pas du tout que l'économie de marché soit la fin de l'histoire. Et je suis persuadé. Attendez, je l'ai défendu, alors si on parle politique, je l'ai défendu pour un seul motif. Alors là, on descend évidemment très très bas. Descendons dans la caverne. Alors je l'ai défendu pour un seul dans les miasmes du politique. Parce que j'étais contre Staline. J'ai été pour Staline. J'ai été pour Staline quand il s'agissait, oui bien sûr. À quel moment? Quand il se battait contre Hitler. Pendant la guerre. Quand il se battait contre Hitler, j'avançais avec bonheur les drapeaux rouges sur la carte de l'Europe. Et si j'avais pu, si j'avais eu l'âge et si j'avais eu les capacités, j'aurais été drôlement heureux d'être un héros de l'Union soviétique. Si j'avais pu. Rien ne m'aurait fait plus d'honneur. Non, comme tout le monde. Mais
Assez vite, évidemment, j'ai été anti-stalinien, probablement un peu avant d'autres. Alors, c'est ça, probablement, ce qui a fait que je me suis engagé. Voilà. Mais la question sur le libéralisme, est-ce que vous pensez que le libéralisme est une obligation d'être? Est-ce que c'est le devenir de notre civilisation? Et y a-t-il une marge pour la pensée dans cette économie de marché? La liberté, je ne parle pas du libéralisme, je pense que la liberté, qui ne se confond évidemment pas avec le libéralisme, évidemment pas. Mais le libéralisme n'interdit pas la liberté, selon vous? Le libéralisme interdit moins la liberté que d'autres régimes, me semble-t-il, mais la liberté dépasse de très loin le libéralisme. Michel Serres? Simplement répondre non pas en économie ni en politique, mais dans mon métier, je crois lorsque j'étais plus jeune, avoir été le premier qui, devant les questions qui étaient autrefois posées de manière épistémologiquement pure, c'est-à-dire de sciences désincarnées, était le premier à poser les questions concernant les liens entre la science et la société, c'est-à-dire au moment de l'explosion d'Hiroshima, au moment de toutes les questions où précisément la science était à l'intérieur de la société et comment elle organisait la société et comment, avec évidemment le triangle qui était recherche, finance, politique, comment elle est devenue la technologie qui déterminait nos conduites sociales. Alors justement, Michel Serres, après avoir lu votre livre, Éloge de la philosophie en langue française, où vous reprochez à certains de nos philosophes de ne pas avoir pensé les conséquences de certaines avancées scientifiques et donc de s'être débarrassé en quelque sorte d'une responsabilité morale pour nous tous, je vous propose de regarder un document d'Oppenheimer, c'était en 1962. Il parle de son pessimisme vis-à-vis de l'invention qui a bouleversé le monde et ses propos, évidemment, sont frappés au sceau de la philosophie la plus pessimiste. Écoutez. Dr. Oppenheimer, beaucoup de gens pensent qu'en trouvant le moyen de désintégrer la matière, l'homme a découvert un secret qui le dépasse et qu'il est en train de creuser son propre tombeau. Qu'en pensez-vous, vous? C'est bien possible. Je ne suis pas optimiste, mais je maintiens un espoir. Sous quelle forme cet espoir? Qu'on trouvera le chemin et qu'entendant la gravité des dangers, leur totalité, on retrouvera le sens commun et créera une sens de communauté humaine. En somme, vous pensez que l'homme ayant trouvé maintenant quelque chose de tellement grave que c'est à l'échelle planétaire que le danger est couru, il faut que ce soit aussi à l'échelle planétaire que les hommes se réunissent. Je le crois bien. Voilà, que pensez-vous de ce document, Clément Rosset? Oppenheimer a l'air très triste, enfin une sorte de pessimisme actif. Mais c'est une tristesse qui est rachetée tout de même, si vous l'avez remarqué, par un indéracinable optimisme qui est celui généralement des savants, qu'ils soient grands savants ou petits savants. Mais je ne veux pas du tout dire qu'il y a un lien nécessaire, mais je constate que malgré tout, on sent bien que dans ce court extrait, Oppenheimer est consterné par la vision de ce qui devient possible à partir de lui, mais en même temps a par ailleurs des vues assez optimistes et je dirais même assez probablement, enfin je ne voudrais pas employer de mots malsonnants, peut-être un peu simpliste, enfin un peu sur la capacité qu'a l'homme, qu'aurait l'humanité de s'organiser. Peut-être c'est un bel idéal, mais c'est peut-être simplement un vœu pieux. Donc c'est pourquoi ma réaction était un petit peu ambiguë. Puisque vous m'avez gentiment donné la parole, je voudrais répondre à monsieur, ce que vous avez dit tout à l'heure. Effectivement, et d'ailleurs ça rejoint un petit peu le petit film sur Oppenheimer.
Et c'est qu'il est probable que ce qu'il y a de... Tout le monde répète, depuis Heidegger, tout le monde répète, bon, la technique nous tue, la technique sera notre tombeau, en somme, d'avoir entendu le mot. Moi, je suis sûr que Milcher n'en croit rien. C'est-à-dire, à l'époque d'Oppenheimer, j'avais déjà écrit un article qui s'appelait La Thanatocratie, c'est-à-dire le gouvernement de la mort. Et je crois qu'Oppenheimer fait droit à l'inquiétude atroce qui a été celle de ma génération. Je dois avouer que j'ai fait de la philosophie à cause d'Hiroshima. Hiroshima est l'objet majeur de ma philosophie. Pourquoi? Parce que j'étais scientifique d'origine et tous les scientifiques qui ont vu et entendu Hiroshima ce jour-là se sont posés une question philosophique fondamentale, parce que pour nous, la science, autrefois, était toute bonne et seule bonne. Voilà, et je crois que... Et par conséquent, ça, c'était une idéologie. Ça, c'était une idéologie non vue. Et tout d'un coup, la science n'est plus toute bonne et seule bonne. Et depuis Hiroshima, que s'est-il passé? C'est que toutes les sciences, l'une après l'autre, ont eu à se poser un problème comme celui d'Hiroshima. En chimie, tous les problèmes d'environnement sont venus de là. En biochimie, tous les problèmes concernant la vie sont venus de là. En médecine également. Et par conséquent, aujourd'hui, c'est la totalité de la science qui est mise en question de manière philosophique. Je veux dire, j'en ai pour une seconde. Ça rejoint un petit peu la réponse à la remarque que je voulais faire à propos de votre remarque, et ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est que ce qui a peut-être de plus dangereux, vous l'avez dit, hein, je ne fais que répéter ce que vous avez dit, et vous avez eu raison de le dire, ce qui a peut-être de plus dangereux dans la technique n'est pas la technique elle-même, mais le fait qu'elle soit précisément aux mains de l'intérêt, aux mains des services, aux mains de gens qui n'ont pas de visée autre que de faire make money avec, je ne sais pas qui disait qu'il n'y avait pas d'idéologie. Pas seulement. Non, mais parce que les techniciens eux-mêmes font du narcissisme technique et veulent améliorer. Ce n'est pas les intérêts qui ont fait passer de la bombe A à la bombe H. C'est-à-dire que c'est la passion de la science elle-même qui génère des horreurs. Donc c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, il arrive quelquefois que la technique et la science elle-même augmentent avec, bien entendu, la responsabilité des questions d'argent, mais aussi... ce que je veux dire d'abord, et ce qui donne, pour donner un certain crédit à la thèse qui a été développée par plusieurs, c'est que on a parlé de décideurs. On n'ose plus décider. Tu as parfaitement raison. Et la philosophie, qu'est-ce que c'est sinon d'apprendre à décider, d'apprendre à être libre dans tous les domaines, ou le plus possible. Mais il semblerait qu'il y ait un problème au niveau de la technique, qui soit que de plus en plus, malgré tout, bien entendu, c'est la justesse de tes remarques, malgré tout, le décideur technique soit souvent un homme d'affaires. Oui, non, mais c'est sûr, c'était quelquefois un militaire, c'était quelquefois un politique, oui. Mais c'est pas seulement ça. Je crois que... François Eval, puis Jean d'Ormesson. Je crois que ce qui caractérise précisément cette actualité philosophique, c'est qu'elle est plus complexe que peut-être vous décrivez là peut-être trop vite. C'est que de la part des gens qui sont engagés dans une activité scientifique ou dans une activité pratique, lorsqu'ils sont juges ou lorsqu'ils sont médecins, leur activité est devenue problématique et qu'ils ont désormais besoin, c'est l'écologie qui est un immense espace de réflexion critique de la science sur elle-même, c'est l'éthique qui est un immense espace de réflexion pour la biologie, en quelque sorte, sur elle-même, sa valeur, ses enjeux, etc., pour avoir l'exercice de quelque chose qui est à la fois ancien, mais qui en même temps a peut-être ici une valeur un peu renouvelée, qui est la question du souci. Je crois que ce qui me semble caractéristique de notre période, c'est que tout un tas de gens qui sont liés à des activités soit techniques, soit pratiques, comme les juges. Les juges aujourd'hui ne sont plus référés à des grandes normes, à un droit comme ça, un petit peu désincarné, et se trouvent confrontés au souci de juger. L'acte de juger est devenu un problème qui rend soucieux. Comment le faire? C'est pour ça que vous voyez à l'école de la magistrature des séminaires de philosophie du droit qui sont désormais remplis de juges. Mais vous pourriez dire la même chose pour les médecins. Tant mieux, parce qu'il s'agit tellement de la vie des gens et de leur destin. Et la réflexion d'Oppenheimer tout à l'heure nous fait entrer précisément dans l'âge où le savant introduit dans sa propre activité un souci. Et il me semble qu'il y a là un des
principale cause d'alimentation de cette activité philosophique. Alors peut-être pourriez-vous dire, de ce point de vue-là, qu'il y aurait un seul domaine où il n'y aurait pas de souci philosophique, c'est l'économie. Mais ce serait peut-être un petit peu dur pour les économistes ou pour les politiques, qui me semblent au contraire plein de soucis. Michel Serres, Jean-Noël Messon. Le souci majeur, en effet, c'est que la plupart des sciences, les unes après les autres, ont eu des drames, ont vécu des drames tels que celui Hiroshima. Et que peu à peu, la physique, puis la chimie, puis la biochimie, puis la biologie, etc., ont eu affaire avec la vie des hommes et la vie des sociétés. Or, ça, ce que vous dites est vrai, et ce sont des descriptions. Je voudrais donner une solution, pour une fois, à cette question. Parce qu'il y a une solution. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, la seule discipline, le seul métier, la seule science qui met en jeu la vie des hommes, c'était la médecine. Et on doit à Hippocrate non seulement une médecine nouvellement scientifique, mais on lui doit aussi cette décision magnifique qui a été conservée pendant 2 millénaires et demi, d'avoir inventé le fameux serment. Le serment d'Hippocrate est le serment que tout docteur en médecine prête à la fin de ses études, et il le prête, et d'une certaine manière, c'est pas une morale, mais c'est antérieur à sa décision morale, antérieur à son souci. Et par conséquent, je propose positivement que lorsqu'il a terminé ses études, tel physicien, tel chimiste, tel biologiste, tel biochimiste, etc., c'est-à-dire tous les savants consentent, mais ils ne le prêteront pas s'ils veulent, mais ils le prêteront s'ils le désirent, prêtent un serment qui serait pour tous les scientifiques généralisé du serment d'Hippocrate. Parce que là, on n'aurait pas un problème moral décidé, mais on aurait la prise de conscience par les savants en question. Ce que disait du serment d'Hippocrate explique un fait très curieux, c'est que, alors que la parole du prêtre, de l'autorité morale est un peu silencieuse en ce moment, le médecin qui a derrière lui 2500 ans de serment d'Hippocrate... Il est assermenté. Et il est assermenté et il fait figure d'autorité morale. Je désire que nous fussions tous assermentés en tant que nous sommes scientifiques. Parce que là, ça donnerait à chacun une sorte de prise de conscience et de conscience aiguë et en temps réel des situations qu'il a à dénouer, des décisions qu'il a à prendre. Michel Serres, est-ce que ce n'est pas la situation qui s'est passée au moment du sommet de Rio, mais où on a vu deux serments, en quelque sorte, s'affronter, qui était le serment des prix Nobel de l'appel de... C'était pas des serments, c'était des déclarations où les prix Nobel disaient ce sont des écologistes et les écologistes disaient ce sont des prix Nobel. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des serments éclatés? Non. On peut rédiger, et je l'ai fait, un serment généralisé du scientifique qu'on proposerait. Tout le monde ne serait pas tenu de le prêter. Mais cela, je crois, provoquerait au sein de la communauté scientifique une sorte de débat qui serait très intéressant, un débat éthique, qui serait, je crois, résolutif de toutes les questions que nous posons. Alors nous nous acheminons vers la fin de cette émission. J'aimerais bien qu'on parle de la pièce de mise en scène par Stéphane Braunschweig, Francesca, d'après Wedekind que vous devez connaître. La dernière question que j'aurais à vous poser à vous tous, elle provient de la lecture simultanée de tous vos ouvrages, et c'est une question philosophique ou paraphilosophique. Est-ce que la pensée de la mort rend la vie impossible? Jean d'Ormesson. Il y a une réponse classique qui est celle de Spinoza. La philosophie est pensée de la vie et non pas pensée de la mort. Mais je crois qu'on ne peut pas échapper à la pensée de la mort. Je voulais dire peut-être une chose très très simple sur la science. C'est que pendant des millénaires, n'est-ce pas, on a pensé que demain serait comme aujourd'hui. Et puis, à un moment donné, quelque part entre la Renaissance et le 19e siècle, on a pensé que demain serait mieux qu'aujourd'hui. Et quel est le mot fondamental de Hugo? C'est aurore. Le mot aurore, je crois, est celui qui revient le plus chez Victor Hugo. Et il retrouvait les grandes orientations de la science. La science allait tout régler. Et la science n'a pas trahi, en ce sens qu'elle n'a fait que des progrès, mais il y a eu un renversement terrible qui est qu'elle fait peur
en même temps qu'elle donne des espérances. Alors évidemment, il y a la bombe, mais il y a aussi les manipulations génétiques. Il y a aussi pour chacun de nous, et je reviens à votre question de la mort, est-ce que finalement chacun de nous ne se demande pas s'il vaudrait mieux mourir au moment où on est appelé à mourir plutôt que de survivre grâce à la science? Et il me semble que c'est une interrogation qui se pose à l'humanité en général et à chacun de nous en particulier. Clément Rosset, vous êtes un philosophe de la joie, mais la pensée de la mort... 10 fois sur ce sujet, après d'illustres prédécesseurs, Jean d'Ormesson a nommé l'un, l'autre serait Nietzsche, c'est pas trois aphorismes dans le gai savoir pour montrer comment la mort, ce qu'il y a de plus grand dans l'homme, c'est qu'il arrive à oublier. Alors, mais pas par une diversion pascalienne, par une décision volontaire. Je dirais donc, en un mot, j'ai fini, que vous avez raison, la pensée de la mort rend la vie impossible, sauf s'il y a l'appui, l'appoint d'une puissance surnaturelle, comme dirait, que Pascal appellerait la grâce et que j'appelle moi la joie de vivre. Michel Serres. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'homme sans la reconnaissance de la mort. Les animaux sont insensibles à la mort presque tous. Nous savons que nous allons mourir. Seulement, toute notre histoire est fondée sur cette reconnaissance-là. Toute la recherche de la vérité, toute la philosophie consiste à reconnaître que nous allons mourir, à le savoir et à l'oublier. C'est-à-dire, la recherche de la vérité, c'est vraiment ça. Alors, là aussi, je voudrais répondre à ce qui a été dit tout à l'heure. Je ne voudrais pas que les auditeurs pensent que je suis anti-science, au contraire. Je suis, d'une certaine manière, très enthousiaste de la recherche scientifique. Mais maintenant, nous ne sommes plus ni pour la science, ni contre. Ce choix serait absolument absurde. Mais nous savons les conséquences réelles que ça a dans la vie. Par conséquent, sur la mort, je dirais volontiers, en effet, que... l'espèce humaine, l'homme comme tel, la dignité de l'homme, c'est de reconnaître qu'il va mourir et de ressusciter de là. C'est-à-dire, au fond, l'homme, c'est la résurrection. Et mourir, c'est pas bien. Est-ce que le pire ne serait pas de ne pas mourir? L'homme, c'est la résurrection. Ça, c'est pour ça que vous écrivez des livres. J'en perds toutes mes fiches, moi. C'est pour ne pas mourir, non? C'est ce que disait Borges dans sa nouvelle François Eval. Absolument. C'est qu'il n'y aurait pas de situation pire pour un homme que d'être immortel, et c'est précisément parce que nous sommes mortels que la vie a un sens et un prix. C'est d'ailleurs aussi bien ce que disait, ou ce que pouvait dire du point de vue de la valeur, ce que pouvait dire Hegel. Ce n'est que dans l'épreuve que l'on peut faire, ce n'est qu'à partir de l'épreuve que quelqu'un peut faire de sa propre mort qu'il accède à son statut d'humain. Non mais attention, il y a deux morts. Il y a la mort individuelle et la mort collective. La mort individuelle, ça, c'est une question qui a été posée par tous les sages depuis l'Antiquité. Mais la mort collective, c'est celle qu'on a vue à partir d'Hiroshima. Et le problème là est tout à fait nouveau. Il y a la mort sur laquelle on peut pleurer ou penser, mais il y a la mort collective de l'humanité. Nous sommes actuellement dans une période de l'histoire où nous avons en main les moyens d'éradiquer la totalité de l'humain. Et ça fonde la morale d'aujourd'hui. C'est ce que dit... Non pas la mort individuelle. La mort individuelle, c'est réglé, c'est un problème. Mais la mort globale, c'est ça la vraie question. C'est ce que dit Jean d'Ormesson, c'est qu'un monde qui commence avec le Big Bang risque bien de se terminer en catastrophe. Non mais ça a été dit à partir d'Hiroshima, mais maintenant nous avons la responsabilité. La philosophie consiste justement à penser cet état actuel de l'humanité. C'est-à-dire que nous avons en main la possibilité de supprimer toute trace de vie sur la Terre. Et c'est avec ça qu'il faut faire de la philosophie. Alors Stéphane Braunschweig, est-ce que c'est parce que Frank Wedekind essayait justement finalement d'aborder les rivages de la vérité philosophique par l'intermédiaire de son théâtre que vous avez décidé de le monter? Wedekind est un esprit absolument extraordinaire. Je rappelle qu'il vivait donc en Allemagne, dans une Allemagne pantelante, qui se posait beaucoup de questions sur le devenir de la démocratie dans les années 1880, et que Wedekind faisait partie de mouvements subversifs, et que c'était par la guérilla des mots et l'apprentissage de la vérité qu'il a essayé de réveiller les torpeurs vénéneuses d'une certaine Allemagne. Moi, je crois que le théâtre partage avec la philosophie le travail de la pensée. La pensée comme lieu de contradiction. Wedekind, c'est un auteur profondément contradictoire, qui le savait, qui n'hésite pas à dire d'une ligne à l'autre une chose et son contraire, qui, dans toute son œuvre, a essayé
à la fois, par exemple, d'exalter l'érotisme tout en saisissant le côté destructeur. Donc c'est un être qui est au milieu de contradictions personnelles extrêmement fortes et en même temps qui n'arrive jamais à s'en sortir. Je crois qu'aujourd'hui, le théâtre, ça a parlé de ça, peut-être la philosophie aussi d'une certaine manière, c'est-à-dire de s'enfoncer au maximum dans les contradictions. Peut-être que c'est là qu'on peut décider. Peut-être que c'est là, à un moment donné, que la décision est possible. C'est certainement pas, évidemment, en pensant enfin, en disant, en ayant un point de vue, soit pessimiste, soit optimiste sur le monde. Moi, je crois qu'il faut évidemment essayer d'aller au-delà. La deuxième chose, c'est que Franz Wedekind, c'est un auteur alors extrêmement narcissique. Enfin, il ne parle que de lui. J'en sommes tous là. C'est très. Mais à partir de lui, c'est le monde. C'est très intéressant. Il parle que de lui. Il parle de ses problèmes personnels avec sa femme, avec les femmes, etc. Et en même temps, comment dire, à force de parler de lui, il détruit le sujet. Il détruit le moi, il se détruit. Et ce qui fait que, là ça me fait penser, si vous voulez, à un aphorisme de Kafka. Il dit, dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde. Et Kafka lui aussi était pris dans cette contradiction-là. Et là, chez Wedekind, on a quelque chose qui pour nous aujourd'hui est très fort, qui est ce côté très resserré sur le sujet, l'individualisme forcené, et en même temps, ça va tellement loin que le moi disparaît et que finalement les contradictions dont il est porteur, elles nous sont renvoyées à nous spectateurs. Et je crois que finalement, c'est en ce sens que c'est un auteur au fond utile pour aujourd'hui. Je dirais encore que cette pièce, Franziska, reprend le thème de Faust. Je crois que le thème puisque bon, c'est une espèce de réécriture, vous savez, les auteurs allemands, ils ont passé leur temps à réécrire le Faust de Goethe, et donc là, c'est l'histoire d'une femme qui fait un pacte avec un diable pour devenir un homme. Alors, elle n'en est pas d'ailleurs forcément très, très heureuse de cette transformation. Il me semble que c'est tout à fait intéressant le thème de Faust aujourd'hui, dans le sens où, effectivement, dans la difficulté à envisager l'avenir, à envisager une société meilleure, à se sortir de cette fameuse loi du marché dont on parlait tout à l'heure, eh bien, dans ce cas-là, il y a toujours des diables qui surgissent, et ces diables viennent vous dire oh, je vais vous donner un moyen de retrouver le réel. Alors, c'est par la télévision, c'est par l'humanitaire aussi, c'est par tout ce qui se greffe comme ça à l'endroit où il n'y a plus de pensée. Alors, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Je vais vous faire sortir de soi, je vais vous faire retrouver le monde ». Alors, la seule chose, c'est qu'évidemment, à la fois ce geste est formidable et en même temps, il est plein d'illusions, plein de dangers. Et parce qu'au fond, vous savez, le diable, c'est jamais qu'une émanation de soi, et donc au fond, le monde que le diable vient le diable. C'est un spécialiste, il a déjà monté plusieurs textes autour du diable. Donc, tout ça pour dire que le monde, donc que le diable risque de faire advenir, n'est au fond qu'un soi-même retrouvé, donc le comble du narcissisme. Hein, et je crois qu'aujourd'hui, le théâtre doit parler de ça. C'est pour ça que j'ai monté cette pièce qui est complètement folle, enfin c'est une dramaturgie dont on n'a pas du tout l'habitude, ça part dans tous les sens, mais en même temps, je crois que dans le chaos apparent de la pièce, il y a une structure profonde et que c'est à la fois un spectacle qui passe aussi complètement par l'humour, peut-être par la joie aussi. Et c'est aussi une dernière chose qui peut être... c'est une pièce qui est écrite en 1912, c'est-à-dire juste avant la Première Guerre mondiale. La pièce ne parle jamais de la Première Guerre mondiale. C'est comme si elle occultait complètement la chose. C'est comme si la guerre elle-même était déjà cachée. Et je trouve qu'il y a là, dans cette insouciance apparente, quelque chose qui nous renvoie beaucoup à ce que nous vivons aujourd'hui. Mais si elle a été écrite en 1912, même si Wedekind était un prophète, comment aurait-il pu
On pouvait ne pas voir, mais enfin, on pouvait voir. Je pense que Wedekind a parfaitement compris l'écroulement des valeurs, parce qu'il y a quand même un grand parallèle entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce qui a été vécu au début du siècle à Vienne, etc. Et donc il y a là l'écroulement des valeurs, son attaque systématique contre tous les tabous de la société qui ne sont là que pour recouvrir justement cet écroulement. Ça, il l'a parfaitement vu. Merci, merci et bravo Stéphane Braunschweig donc pour cette mise en scène de Wedekind, Francesca, au Théâtre National de l'Odéon. Je rappelle aussi qu'on peut découvrir ou redécouvrir l'autre grande pièce connue de Wedekind, Loulou, en ce moment dans une mise en scène de Jean-Luc Lagarce, et que la maison Antoine Vitesse a entrepris la publication intégrale des 21 pièces de Wedekind aux éditions donc théâtrales Maison Antoine Vitesse. Les 2 premiers tomes du théâtre complet viennent juste de sortir. Et avant de donner la parole à nos hommes de théâtre qui patiemment nous écoutent depuis le début et qui vont nous donner un extrait de leur spectacle du banquet de Platon, je voulais poser une dernière question à Monsieur d'Ormesson. Êtes-vous un diable ? Où est le mal, sinon à nous-mêmes? Voilà une réponse philosophique. D'être publié par le docteur Vincent, qui s'appelle La chair et le diable, et où il montre, avec les neurosciences, de façon tout à fait objective, que le diable a une existence objective, en effet, et il le décrit tout à fait bien. Moi, je l'ai souvent vu, le diable, avec les canons. Il y a des beaux diables. Ah oui, ben justement, ça prête à faire une émission sur le diable, donc ça nous permettra de vous réinviter. En tout cas, je voulais vous remercier pour tous ces livres. Michel Serres, Éloge de la philosophie en langue française, c'est aux éditions Fayard. Mais c'est le 100e numéro, c'est le chant d'espoir et finalement de victoire de toute la philosophie, puisqu'aux éditions Fayard, vous avez publié donc ce corpus des œuvres de philosophie en langue française qui en est à son 100e numéro, et je crois qu'il y en aura 700. Volume. Oui, volume, pardon, et je crois qu'il y en aura 700, et finalement ces volumes sont lus, achetés, commentés. Quant au livre de Clément Rosset, il s'intitule Le choix des mots, il vient de paraître aux éditions de Minuit, et je vous conseille de lire aussi tous les ouvrages de Clément Rosset pour vous permettre de vivre dans la joie et dans l'harmonie, et pour faire de la philosophie et finalement entrer dans l'odyssée du monde. Eh bien, rien de mieux que Presque rien sur presque tout, c'est le dernier livre de Jean d'Ormesson. Quant au numéro du magazine littéraire, dépêchez-vous, car il est encore en kiosque quelques jours. Philosophie, la nouvelle passion, nouveaux enjeux et nouveaux auteurs. Et merci à vous qui êtes là depuis le début de cette émission. Vous interprétez en ce moment au Théâtre de la Main d'Or. Je suppose que Stéphane Braunschweig connaît cet excellent lieu de théâtre à Paris, au bout de la plage, le banquet, évidemment d'après Platon, dans une mise en scène de Patrick Simon. Alors vous allez nous donner 2 minutes de bonheur philosophique. À vous. La parole est à la philosophie. Ah, mes amis, j'avais raison d'avoir peur de parler le dernier après tous ces beaux morceaux dont vous nous avez régalés. Je suis bien embarrassé. Je ne te crois pas. Si, tous ces discours ont été merveilleux, surtout le dernier. Et dans le dernier, la péroraison. Quel auditeur ne me serait pas senti stupide en présence de la beauté du vocabulaire et de la phrase? Je suis pétrifié d'admiration, je suis incapable de tels effets. Socrate fait son modeste. Non. J'étais ridicule de vouloir m'associer à vous en prétendant être passé maître sur les choses de l'amour. J'ignore toute cette affaire. J'imaginais qu'il fallait dire des choses vraies sur l'amour. Et qu'entre les vérités, on choisissait les meilleures et les plus belles. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il fallait faire, je le vois bien. Il fallait faire semblant de parler d'amour, dire qu'il est un merveilleux sentiment, qu'il a des effets prodigieux sur l'humanité, sans doute pour le rendre le plus beau et le plus parfait possible aux yeux des gens qui n'y connaissent rien. Car ce n'est sans doute pas aux yeux, du moins, de ceux qui savent. Je ne sais pas y faire. Et je vous demande de me délier de mon engagement. Socrate. Non, je ne sais pas y faire. Socrate. Je ne veux pas prêter à rire. Socrate. A-t-on encore besoin de m'entendre? Oui, Socrate. S'il s'agit de choses vraies, j'accepte de le dire si vous le souhaitez. Parle comme tu l'entends, je t'en prie. Je voudrais commencer par quelques petites questions, Agatho. Oui, je t'écoute. Dis-moi, l'amour, est-il amour de quelque chose ou de rien? De quelque chose, évidemment. Est-ce que l'amour a envie de ce dont il est l'amour? Oui, absolument. Mon amour a envie de Pausanias. Est-ce le fait de posséder Pausanias qui te donne envie et amour de lui, ou plutôt, est-ce le fait de ne pas le posséder? De ne pas le posséder? Donc, tu as envie de ce dont tu es dépourvu. Quand tu le possèdes, tu n'en as pas envie. Obligatoirement? Comment obligatoirement? Tu n'as pas envie de moi quand tu me possèdes? Dis-moi encore, quelqu'un de grand souhaite-t-il être grand? Non. Quelqu'un de fort souhaite-t-il être fort?
Socrate, tu t'amuses? Non, bien sûr. Mais si Agathon dit, moi qui suis en bonne santé, je souhaite aussi être en bonne santé. Moi qui suis riche, je souhaite aussi être riche. Moi qui possède Pausanias, je souhaite encore le posséder. J'ai envie de ce que j'ai. Tu souhaites ce que tu as déjà? Tu souhaites en réalité posséder dans l'avenir ce que tu as. Oui. Mais n'est-ce pourtant pas aimer ce que l'on ne possède pas encore que de souhaiter le posséder dans l'avenir? Oui, d'après ce que nous venons de dire. Donc, quiconque a envie de quelque chose ne le possède pas. Voilà ce qu'il aime. Ce qu'il n'a pas, il le désire. Oui, absolument. Non. Ah, tu m'embrouilles, je le vois bien. Je crois que je ne suis pas capable de soutenir la controverse. Non, Agathon, mon bien-aimé, c'est contre la vérité que tu n'es pas capable de soutenir la controverse. Car contre Socrate, cela n'offre aucune difficulté.